Je terminerai donc en présentant donc Caroline Ibos, qui est maître de conférence en sciences politiques à Rennes 2, ce qui nous permet aussi de ne pas être seulement entre historiens pur, comme on dit, mais ça c'est aussi à l'importance, je crois, de parler aussi du fait que nous circulons à l'intérieur aussi donc, des disciplines. Vous êtes donc membre du laboratoire LEX, donc, qui est un laboratoire d'études du genre et de la sexualité. Vous avez travaillé tout d'abord, vous travaillez sur la domesticité, sur le care, et vous avez publié donc un ouvrage qui s'appelle « Qui gardera nos enfants ?» en 2012, les nounous donc, et les mères, qui traite justement de cette mondialisation, de cette question de la domesticité et des relations spécifiques évidemment qui peuvent se nouer. Et là, vous nous présentez un programme de recherche collectif, qui est évidemment là aussi un élément important, je crois, de nos travaux sur ces questions. Un programme de recherche collective qui est porté par deux chercheuses, Nadia Wamdel-Moumen et Camilla Bouchmemal, qui sont donc, il y a un programme de recherche qui porte donc sur la restitution de cette parole féminine, comment justement donc trouver des sources aussi, ces fameuses sources invisibles, elles sont effectivement présentes si on les cherche, et elles les cherchent et vous nous le présenterez donc à travers notamment des archives de l'INA, des archives donc d'une émission qui est effectivement une émission très emblématique sur la question de l'immigration, qui est la fameuse, j'allais dire, émission mosaïque qu'on met un petit peu souvent un peu à toutes les sauces, et puis des archives peut-être justement auxquelles on ne penserait pas, et ça c'est un aspect qui me Marianne Amar sourit parce que c'est notre dada en ce moment un peu, c'est voilà, ce déplacement, un nouveau regard par de nouvelles sources, les archives Ménie-Grégoire, qui sont des archives sur les femmes, effectivement, mais bon, est-ce que cette question de la migration était présente, comment, à travers donc, ces archives, donc voilà, aller vers des archives qui, effectivement, ne sont pas forcément au cœur donc, de ce sujet. Je passe tout de suite la parole donc, à Caroline Ibos, qui va donc nous parler donc, de ce programme de recherche sur la parole des femmes. Oui, bonjour à toutes et à tous, et je remercie beaucoup l'association Mnémosine et particulièrement la guetterie de cette invitation. Ça va être moins dense que les précédentes interventions parce que je ne vais pas vous parler de mes recherches personnelles, mais je vais vraiment présenter un projet de recherche en essayant de pointer les difficultés épistémologiques, méthodologiques et épistémologiques que la question de recherche que l'on s'est posée, si on essaie de l'appliquer à un fonds d'archives, et bien comment tout cela peut effectivement se constituer comme problématique. Comment l'exploitation d'archives peut poser un certain nombre de problèmes. Donc quelques mots de ce projet de recherche. Il a pour titre « Genre et sexualité en migration, laisser la parole sans parler à la place ». Et donc je le co-organise avec Martha Segara et Eric Fassin. Et donc il se déploie au sein du laboratoire d'études de genre et de sexualité avec deux membres associés, le Musée national de l'histoire de l'immigration et notamment l'implication de Marianne Amar, à laquelle je dois dire que nous devons beaucoup dans notre approche historique de cette question, parce que comme elle est la seule historienne qui participe au projet, nous serions un peu courts sur ce versant de recherche sans elle, et aussi avec l'Institut national de l'audiovisuel. Et donc, dans le cadre de ce projet, notre préoccupation principale est donc d'essayer de retrouver, de retracer, de ressaisir des paroles de migrants, de migrantes, pour prendre au sérieux ces paroles et les mettre dans l'espace de recherche. Or, il se trouve qu'elles sont finalement très fragiles, très précaires, qu'il faut faire vraiment un effort pour les retrouver, et notamment celle des femmes. On s'est interrogé d'abord sur justement comment parvenir, dans quelles sources, trouver des paroles de femmes migrantes qui ne soient pas forcément des paroles criminalisées ou des paroles dévaluées, disqualifiées, et en même temps des paroles directes.
Et on a donc identifié principalement 2 fonds d'archives. Les archives de Mosaïque, ce programme télévisuel pour la télévision, et les archives de Ménie Grégoire, et ça c'était une idée de Marianne Amar. Donc ce sont des fonds d'archives extrêmement différents et qui donnent à entendre des paroles en général extrêmement différentes et spécifiquement des paroles de femmes. Donc l'hypothèse est d'arriver à combler, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas à penser les silences de l'histoire à partir de ces fonds d'archives. Ménie Grégoire, sur les archives de Ménie Grégoire, je travaille un peu là-dessus, mais aujourd'hui, ce n'est pas principalement les archives de Ménie Grégoire que je vais présenter, mais celles sur lesquelles je ne travaille pas, à savoir les archives de Mosaïque. Et pourquoi ? Parce que les archives de Mosaïque, elles sont, je parle sous le contrôle de Marianne Amar, mais elles ont été déposées au Musée national de l'histoire de l'immigration et en même temps numérisées par l'INA. Donc il y a tout un tas de difficultés, il faut bien le dire, dans l'exploitation de ces archives dont on ne sait pas très bien à qui elles appartiennent et dont il semblerait que finalement elles n'appartiennent à personne. Elles ont été déposées, donc il y a un dépôt, mais il n'y a pas de propriété. Et si je ne vous montre pas d'archives, d'images aujourd'hui, c'est en partie parce que nous ne pouvons pas disposer d'images, nous pouvons les consulter dans ce cadre très restreint de ce programme de recherche. Donc les seules personnes qui sont habilitées à les consulter sont mes 2 collègues aujourd'hui absentes, Camilla Bouchmal parce qu'elle est en congé maternité, et Nadia Abdelmoumen qui est ma collègue à l'université Rennes 2 et qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. Et pour même les montrer dans un simple séminaire, dans notre séminaire privé de notre groupe de recherche genre et sexualité en migration, nous devons demander des autorisations et on nous apporte ces images sur une clé USB au début du séminaire, on nous reprend la clé USB à la fin du séminaire. Donc si vous voulez, tout ça pour montrer que travailler sur des fonds d'archives, c'est pas forcément quelque chose de facile. Donc, les archives, en même temps, ces 2 fonds d'archives, Ménie Grégoire et Mosaïque, sont passionnants si on les met en vis-à-vis l'un de l'autre, parce qu'ils couvrent une période, ils se chevauchent, puisque l'émission Mosaïque commence en 1977 et finit en 1988, je vais en dire quelques mots, et les archives de Ménie Grégoire, qui sont conservées aux archives départementales d'Indre-et-Loire, eh bien, ce qui sont donc les archives de son émission de radio, commencent en 1967 et finissent en 1980. Donc il y a un chevauchement de ces différents fonds d'archives et c'est intéressant de pouvoir comparer et confronter les différentes paroles. Alors, Mosaïque, donc c'est vous avez bien compris que comme je ne travaille pas sur ces archives, je ne vais pas vous donner de résultats quant aux recherches que mes collègues font dessus, mais vraiment plutôt les présenter, aussi pointer les difficultés méthodologiques dont nous avons discuté ensemble à l'intérieur de notre groupe de recherche. Donc ces archives Mosaïque, c'est donc un magazine télévisuel qui a été créé à partir d'une commande de l'État par un producteur et réalisateur algérien, Toufik Fares, et qui a été diffusé pendant une grosse dizaine d'années par le service public de la télévision française, et exactement par FR3, qui était diffusé le dimanche matin à 10h30, ce qui n'est pas un horaire selon moi, c'est une interprétation personnelle, qui n'est pas un horaire aléatoire, parce que c'est tout de même l'horaire de la messe, et qui a réuni chaque matin près de 5 millions chaque dimanche matin, près de 5 millions de téléspectatrices et de téléspectateurs. Et ce magazine, ce magazine de l'immigration, était financé par le Fonds d'action sociale, donc en aide aux travailleurs immigrés. C'est un fonds qui est tout de même très consistant, puisqu'il est constitué
800 heures d'images filmiques. Le fonds vient donc d'être numérisé par l'INA. Alors, je ne sais pas si les rushs sont disponibles dans ce fonds ou pas. Donc, si c'est 800 heures, c'est uniquement ce qui a été diffusé ou s'il y a aussi des rushs. Et par ailleurs, ces images sont complétées. Oui? Non, pardon. Il faut que je me dépêche? Non, non. Ces images sont complétées par les carnets de Taoufik Fares, qui sont absolument essentiels, selon moi, pour recontextualiser et resituer les archives de Mosaïque, et que nous n'avons pas, enfin que Nadia Ouabdelmoumen et Camille Abouchman n'ont pas encore commencé à explorer. Donc le contexte de cette émission est tout de même extrêmement intéressant. C'est un contexte qui est assez connu, mais que je rappelle en quelques mots. Donc en 1974, Valéry Giscard d'Estaing met à peine arrivé au pouvoir fin à l'immigration de travail. Et en 1976, comme une espèce de mesure complémentaire, le gouvernement Chirac autorise une politique de regroupement familial, c'est-à-dire la venue légale des autres membres de la famille. La famille est définie de manière apparemment restrictive, mais pas tant que cela. Ce sont les conjoints et les enfants, pour rejoindre un membre de la famille qui est considéré être le père, mais on voit qu'il y a plein de femmes migrantes qui, elles, sont d'une certaine manière exclues du regroupement familial par ce dispositif qui est donc pensé vraiment à partir de l'homme travaillant et qui a un statut légal en France, soit au titre d'un travail, soit parce qu'il a acquis le statut de réfugié, soit du fait de sa nationalité. Et ce regroupement familial est tout de même pensé de manière restrictive puisqu'il est immédiatement subordonné à des conditions de ressources, de logement et de santé, alors même que le droit de vivre en famille est un principe qui est inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme et donc qui appartient, qui est dans le droit, qui est inscrit dans le droit européen. Mais à peine un an après l'édiction de ce décret, Raymond Barre, qui entre-temps est devenu Premier ministre, suspend pour 3 ans l'application de ce décret dans un contexte de hausse du chômage, sauf, et là c'est intéressant, pour les membres de la famille qui ne demandent pas d'accès à l'emploi. Donc le regroupement familial reste possible pour les femmes et les enfants, et d'une certaine manière, on interdit donc aux femmes, ce dispositif interdirait aux femmes migrantes d'exercer une activité professionnelle. Mais ce décret est annulé par le Conseil d'État, qui consacre dans un arrêt Gisti de 1978, le regroupement familial comme un principe général du droit, le principe général du droit qui est de mener une vie familiale normale. Et c'est autour de ce décret que Abdelmalek Sayad fonde son opposition entre ce qu'il appelle l'immigration de travail et l'immigration de colonisation. Et pourquoi parle-t-il et comment parle-t-il d'immigration de colonisation? Parce qu'il relie l'exemplarité de l'immigration algérienne à l'exemplarité de la colonisation algérienne. Donc selon lui, la colonisation de l'Algérie a été exemplaire, c'est pas exemplaire en termes normatifs, hein, mais exemplaire était un modèle de la colonisation par sa violence, par sa logique de peuplement, par la dépossession des terres qu'elle a impliquée, et l'immigration de colonisation qui est donc mise en place à partir de 1976, eh bien c'est une immigration qui, et je le cite, importe en métropole l'imaginaire colonial. C'est-à-dire que toute la politique d'immigration est pensée à partir d'un imaginaire colonial, c'est-à-dire par exemple la conception architecturale qui est prévue pour ces familles, les grands ensembles, qui est prévue à partir d'une nature grégaire
des Algériens qui ont besoin et qui aiment vivre ensemble, mais aussi la représentation sociale des besoins des locataires. Selon lui, l'analogie avec la colonisation est permanente. Et donc il est intéressant, quand on a commencé à travailler sur ces liens entre le genre et le genre dans les migrations, il est intéressant d'essayer de penser cette analogie avec la colonisation dans la conception de la famille et des rapports de genre. Et pourtant, eh bien, il est très compliqué à partir des archives de Mosaïque, qui sont pourtant très riches, d'aborder la question comme cela. Donc, Mosaïque, c'est tout de même un magazine dont l'objectif assumé est de développer dans l'espace culturel une politique d'aide au retour. Le complément de cette politique de regroupement familial, c'est d'inciter les étrangers, les immigrés à rentrer chez eux. Et pas n'importe quels immigrés, c'est bien sûr les immigrés maghrébins et algériens. Ce n'est pas les Espagnols, ce n'est pas les Italiens, ce n'est pas les Portugais, ce sont vraiment les Maghrébins qu'on incite économiquement à rentrer chez eux. Donc là, il y a ce dispositif légal qu'on appelle le million des immigrés. Donc on donne 10 000 francs, le gouvernement français donne 10 000 francs, en ancien franc ça fait 1 million, c'est symboliquement plus frappant, pour inciter les familles à rentrer chez elles. Et de Mosaïque, c'est une incitation culturelle à ce que les immigrés montrent chez eux. Donc le magazine, a priori, bien sûr, en fait, c'est un peu plus complexe que cela, le magazine doit montrer une vision enchantée des sociétés d'origine des migrants pour leur donner envie de rentrer chez eux. Alors, ça se passe au moment où les pouvoirs publics ont compris que les migrants et les migrantes d'origine maghrébine étaient en France et ne repartiraient pas. Ne repartiraient pas parce que les enfants naissent en France, parce que les enfants sont français, parce que les familles s'installent. Et donc, il y a toute des dispositifs pour néanmoins essayer de les inciter à rentrer chez eux. Et donc, l'objectif affirmé de Mosaïque est de montrer une vision divertissante des cultures et des pays d'origine des immigrés, qui est susceptible à la fois de susciter le désir de retourner au pays, mais qui est en même temps une tentative pour montrer l'immigration en France avec une approche culturaliste et avec cette approche du prisme de la diversité. Et là, ça s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement un peu plus large. Donc, si on regarde les archives de Mosaïque, si on regarde les émissions de Mosaïque, eh bien, les immigrés sont montrés à partir de leur appartenance culturelle. Il y a toutes sortes de différentes cultures qui sont montrées, et finalement, ce dispositif interculturel vient diluer le fait colonial. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une émission qui va montrer principalement les Algériens et les Marocains en France. Les Maghrébins sont dilués dans une multitude de communautés culturelles, ce qui vient finalement diluer ce qui est l'objectif premier de ce magazine, à savoir leur donner à eux spécifiquement l'envie de rentrer dans leur pays d'origine. Donc, retrouver l'approche très systémique et très structuraliste de Sayad est compliqué parce que le dispositif, au contraire, est complètement culturaliste et interactionniste. Par exemple, la question du racisme n'est pas du tout évacuée dans Mosaïque, mais elle est toujours montrée à partir d'interactions subjectives. Il y a des gens racistes, mais ce n'est pas la politique française qui peut elle-même s'inscrire dans des logiques de discrimination. Et donc les immigrés sont montrés de manière assez folklorique à partir non pas à partir
de leur lien avec la culture du pays d'accueil, c'est-à-dire avec la culture française et avec la société française, mais toujours comme une sorte de conservatoire, de conservation d'une culture d'origine que parfois ils ont à peine connue, que parfois ils ne connaissent pas. Par exemple, il y a toujours la question de la langue qui revient. Est-ce que vous parlez le yougoslave? Le yougoslave n'est pas une langue, il y a le serbe et le croate, mais la question est toujours, est-ce que vous parlez le yougoslave? Non, je parle très mal le yougoslave, je parle le français. Mais pourquoi ne parlez-vous pas le yougoslave? Donc, vous voyez, il y a ce lien qui est à la fois présupposé et qui est souvent posé, lui, dans une perspective normative, c'est-à-dire à partir d'une approche en termes de loyauté. Quel pays préférez-vous? Est-ce que vous préférez la Yougoslavie, ou la Turquie, ou l'Algérie, ou est-ce que vous préférez la France? Donc il y a cette question qui est posée comme une sorte de conflit de loyauté. Et la bonne question, c'est surtout de ne préférer aucun des deux. Si on dit « je préfère la France », c'est pas tout à fait... le journaliste vient reposer une question. Ah bon, vous préférez la France? Donc vous oubliez votre pays d'origine. Et si c'est au contraire, si c'était je préfère la Turquie, là, finalement ce serait une moins mauvaise réponse, mais ça viendrait souligner une forme d'hostilité. Alors les femmes, là-dedans... Donc Nadia Ouabdelmoumen et Camilla Buchmal elles sont en train vraiment de se plonger dans les archives. J'ai parlé avec elles la semaine dernière pour préparer cette intervention. Et ce qu'elles me disaient, c'est que Mosaïque donne la parole aux femmes, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui apparaissent, dans les enquêtes, dans les petits documentaires, il y a des femmes artistes, parce qu'il y a une grande partie de musique, de variété dans Mosaïque, donc il y a bien une place des femmes, mais ça déjà, c'est en soi intéressant. Elles restent très minoritaires en temps d'antenne, dans les sujets, et ce qui est intéressant, c'est que de nombreux documentaires montrent des femmes immigrées qui travaillent. C'est-à-dire que presque toutes celles que Mosaïque arrive à attraper, ce sont des femmes qui travaillent, parce qu'elles sont accessibles, elles sont dans l'espace public. Donc maintenant, eh bien, on se pose quelques questions méthodologiques et épistémologiques. Dans les questions méthodologiques, moi j'en vois deux, et en discutant j'en voyais deux, et Camilla avec Nadia j'en voyais deux. D'une part, l'archivage par l'INA, le mode d'archivage par l'INA, qui n'est pas du tout un mode d'archivage qui favorise de repérer quelles émissions et où on parle des femmes, des questions de genre, des normes de genre, du modèle familial. Au contraire, cet archivage invisibilise complètement ces questions. Donc c'est pas du tout facile, parce qu'elle se retrouve face à 800 heures de programme, et finalement elle s'est obligée par des mots-clés qui ne sont jamais ceux du genre, de la sexualité, parfois ceux de la famille, d'aller piocher dans ces archives ce qui leur semble intéressant. Et ça, je trouve que c'est vraiment une question intéressante, parce que c'est bien une manière aussi de totalement invisibiliser les questions de genre et de sexualité. Deuxième question méthodologique qui est intéressante, et je pense que en tant qu'historienne et historien, c'est vraiment des questions tout à fait ordinaires pour vous, c'est ce que j'appellerais le double exotisme. Parce que déjà, il y a cette approche culturaliste qui vient créer un effet d'exotisme, particulièrement au travers de la musique, mais il y a aussi un effet d'exotisme qui est lié à la période. Donc, ce sont les années 70, le début des années 80, il y a une espèce d'exotisme temporel, pop, dont il faut aussi, selon moi, se méfier. Il y a bien sûr la question aussi du montage, et c'est là que les carnets du réalisateur sont
absolument essentiel pour voir de quel point de vue, lui, il parle, je dirais à quel rond-point, pour utiliser un mot de ce week-end, il se situe entre le fonds d'action sociale, la commande de l'État, et puis le fait néanmoins qu'il soit lui-même algérien. Et après, il y a tout de même la grosse question épistémologique. Une fois qu'on a fait un corpus de paroles autour des femmes, qui peut être une parole masculine sur les femmes, ou de paroles tenues par les femmes, qu'est-ce qu'on en fait? Alors même que le dispositif de production de cette parole n'est pas neutre, mais du coup, est-ce que la recherche, c'est d'interroger simplement le dispositif de parole comme en soi un dispositif de genre, ou bien tout de même, donc est-ce qu'on travaille juste sur la mise en scène des rapports de genre dans ce programme, ou bien est-ce qu'on essaie de tenter de saisir ce qui échappe à la mise en scène, de saisir une distance critique que du coup les personnes interviewées, interrogées elles-mêmes mettraient par rapport notamment à cette notion de culture. C'est pas du tout impossible. Et il se trouve qu'il y a 2 mois, on a réussi à faire une projection de quelques archives, de quelques morceaux de séquences de mosaïques ici, donc dans ce musée. Et Camilla Bushman avait sélectionné une petite séquence extrêmement intéressante qui montrait en 1979 à Belleville une femme qui a un salon de coiffure qui est française, et toutes les coiffeuses sont immigrées et d'origines différentes. C'était vraiment très intéressant parce que elle tenait elle-même, donc cette chef coiffeuse, cette entrepreneuse coiffeuse, une sorte de discours de la diversité en disant: moi ça ne me pose aucun problème, elles parlent toutes bien le français, elles ont chacune leur manière de manger. C'était complètement interculturaliste et elle-même était dans le privilège de la neutralité culturelle, comme si elle, sa culture française n'existait absolument pas. Donc on peut arriver à saisir comme cela des moments, parce qu'il y a des interactions entre une Française montrée comme française et d'autres femmes qui étaient pour certaines françaises, mais montrées comme non françaises, on peut arriver à saisir des formes de distance critique parce que le discours des employés n'était pas exactement celui-là. Quand on les interrogeait, quand le journaliste qu'on ne voit pas les interrogeait, elles se définissaient elles-mêmes comme françaises, elles ne disaient pas du tout qu'elles mangeaient turc ou marocain. Et donc là, il y a des choses qu'on peut arriver à saisir. Caroline, il faudrait... Je suis désolée. Okay, voilà, mais je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Je crois que j'avais dit tout ce que je voulais. Bon.